Alec Castonguay à Montréal, Vincent Marissal à Montréal et Sébastien Bovet à Québec. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Sébastien, expliquez-nous le contexte parce qu'on va parler de cette dernière sortie Facebook de Pierre-Carl Péladeau au sujet de cet Institut pour la souveraineté. On expliquait hier, Sébastien, qu'il voulait poursuivre peut-être la CAQ et les libéraux parce qu'eux ont dit que son éventuel financement de cet institut serait illégal. Oui, et j'ai hâte. Oui, c'est ça. Il laisse entendre qu'on le diffame, qu'on fait de la diffamation, qu'on attaque son intégrité, son éthique, parce que la CAQ a laissé entendre notamment qu'il pourrait faire du financement illégal s'il finançait lui-même l'Institut sur la souveraineté. Jean-Marc Fournier a dit que parce que M. Péladeau avait mis en demeure la Coalition Avenir Québec de se rétracter, il faisait de l'intimidation politique. Alors, M. Péladeau évalue la possibilité de poursuivre aussi Jean-Marc Fournier. Et aujourd'hui, dans une sortie Facebook, il s'en prend aux chroniqueurs de la presse, notamment un de nos panélistes ce soir, en parlant de petits soldats de Power Corporation et de la famille Desmarais. Et il affirme que ces chroniqueurs-là ne dénoncent pas, par ailleurs, les liens entre la famille Desmarais et le pouvoir politique. Je ne sais pas si on a réussi à faire la citation. On va lire ensemble la citation, Sébastien. Alors, la voyez-vous? Oui, il écrit, ont-ils le courage de dénoncer leur patron, la famille Desmarais, qui invite à la dizaine des politiciens, dont le premier ministre Charest, durant quelques jours à Sagard. Mais probablement qu'en vertu de leurs critères, cette information ne serait pas pertinente. Ces politiciens se sont sans doute rencontrés pour parler des recherches sur la copulation des coléoptères au Zimbabwe. Parce que ce matin, à la fois Vincent Marissal et Paul Journet dans la presse critiquent un peu, si on veut, la démarche de M. Péladeau dans ce dossier de l'Institut sur la souveraineté et des menaces de poursuite qu'il a brandi au cours des derniers jours. Bien, vous l'avez dit, c'est un hasard, mais Vincent Marissal est avec nous. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait donc une chronique. Hier, on en parlait à ce panel aussi. Un certain nombre de chroniqueurs ont dit que si l'Institut émanait du chef du Parti québécois, ça devenait plus problématique pour le financer. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques de Pierre-Carl Péladeau? Bien, vous comprendrez, Patrice, que dans ma position, d'autant que je suis cité dans ce texte et identifié comme un des petits soldats de Power Corp, je vais m'abstenir de tomber dans la personnalisation, ce que malheureusement fait très souvent le chef du Parti québécois, M. Péladeau, reprenant d'ailleurs assez souvent les mêmes termes les plus détestables qu'on retrouve sur Twitter et ailleurs. Il n'y a pas que moi et que mes collègues qui y passent. D'ailleurs, il a traité M. Jean-Marc Fournier, le leader en Chambre des libéraux, hier sur Twitter, de paltoquet, de valet, des termes aussi, généralement, des épithètes extrêmement grossières qu'on retrouve dans des échanges avec des gens tout aussi grossiers sur Twitter. Alors, vous comprendrez que je ne répondrai pas aux attaques de M. Péladeau. Ma chronique, elle est publique. Vous pouvez aller la lire. Je travaille pas pour un petit journal underground, là, ça se trouve facilement. J'aimerais ça, par contre, que M. Péladeau, au lieu de nous attaquer personnellement et puis de s'en prendre à mon patron dans une incohérence assez complète, réponde sur le fond. Est-ce qu'il voit ou non, lui, un problème? Est-ce qu'il, peut-être, on ne sait pas encore parce qu'on ne connaît pas le détail, finance lui-même un institut qui est directement lié comme un vase communicant à son parti? Parce que c'est inusité, c'est inédit. Et c'est ça qu'on dit dans nos chroniques. En tout cas, je vais parler. Pour moi, c'est ça que je dis dans ma chronique. Je pose des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a effectivement, oui ou non, un problème sur le fond? Parce qu'Alec Castonguay, on en parlait hier à ce panel de la différence entre certains groupes fédéralistes proches. Il y en a un proche du Parti libéral du Canada, un peut-être plus proche du Parti libéral du Québec. Donc, Drainville posait la question hier soir, pourquoi c'est bon pour les fédéralistes et les souverainistes ne pourraient pas se créer un institut? Et hier, ce que des panélistes disaient, c'est que ça émane pas directement des partis. Qu'en pensez-vous, Alec? Oui. À la base, il faut se rappeler à quoi sert la loi électorale et donc le plafonnement des contributions politiques. C'est de ne pas avoir une influence indue de l'argent sur les débats politiques. On le voit aux États-Unis à quel point ça peut être toxique parfois. Donc, au Québec et au Canada, on a légiféré pour être capable de contrôler un peu qui donne, donc il y a des plafonds. Évidemment, il s'est créé dans les dernières années et c'est assez récent là, sur l'échelle historique. C'est assez récent qu'il s'est créé des think tanks, donc des organismes de réflexion à Ottawa et ici au Québec, qui sont près des partis politiques d'une manière idéologique.
symbolique. Donc, on réfléchit, par exemple, au fédéralisme, à la souveraineté, à la gauche, à la droite. Et évidemment, on tente d'influencer les partis politiques. Mais ce n'est pas arrivé encore qu'un chef crée de toutes pièces un organisme pour alimenter ce débat-là. Et là, ce qu'on se demande, c'est si on est plafonné comme souverainiste quand on donne au Parti québécois, est-ce qu'on pourrait donc donner des milliers, voire des centaines de milliers de dollars à un institut qui, elle, va alimenter la plateforme électorale du Parti québécois? Donc, on va, par la bande, faire ce qui est interdit directement. Ça vaut aussi pour les partis fédéralistes, là. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions sur la structure de ces partis, de ces organismes-là. Est-ce qu'ils sont structurés correctement? Est-ce que le DGE devrait se poser des questions puisque ça prolifère dans les dernières années? Mais c'est légitime de se poser les questions. C'est un débat politique. C'est pas un débat de mise en demeure ou juridique. C'est dans l'arène politique. On est rendu à se poser des questions sur ces organismes-là. Puis je trouve ça sain qu'il y ait ce débat-là. Je trouve ça moins sain qu'on s'envoie des mises en demeure par la tête parce qu'on n'aime pas ce qui se dit, par exemple. Et Vincent le disait, ces propos-là aujourd'hui. Sébastien, à Québec, qu'est-ce que vous pensez de ce ton-là, justement, de ces attaques-là de M. Péladeau aujourd'hui? On se demande, quand on lit Pierre-Carl Péladeau sur Facebook ce soir, qui parle. Est-ce que c'est le chef du Parti québécois ou est-ce que c'est l'actionnaire majoritaire de Québécois? Et quand on se pose cette question-là, dans la confusion des genres, M. Péladeau joue sur le terrain sur lequel ses adversaires politiques veulent qu'il joue, c'est-à-dire d'alimenter cette confusion entre l'actionnaire majoritaire et le chef du Parti québécois. Et vous allez vous demander, mais où sont les gens des communications du Parti québécois? Comment ça se fait qu'on le laisse écrire de telles choses sur Facebook, des attaques directes contre un compétiteur en termes d'affaires, mais aussi des gens qui remettent en question, qui posent des questions sur sa démarche? Bien, ils ne sont pas là, les gens des communications, parce que M. Péladeau, il est probablement à l'aéroport Charles de Gaulle ce soir, en retour vers le Québec, parce qu'il assistait à des funérailles en France aujourd'hui, et ça laisse l'impression que les gens des communications ne sont pas capables de l'encadrer, disons ça comme ça, lorsqu'il fait de telles sorties. Bon, parce qu'on le sait, puis je vais finir là-dessus, Vincent et Alec, rapidement, parce qu'il y a d'autres sujets, là, mais on le sait, Power Corporation, pour M. Péladeau, c'est un adversaire et souvent, et c'est arrivé plusieurs fois depuis plusieurs années, il s'en prend à cette main de l'ombre de Power Corporation qui, selon cette thèse, alimente la thèse fédéraliste au Québec. Et même, dans sa lettre, il dit aujourd'hui la presse est déficitaire. Les Power Corporation se paient des journaux pour promouvoir le fédéralisme. Et c'est ça qui ressort tout le temps dès qu'il est choqué, là, Alec. Oui. Oui, puis il y a quelque chose d'un peu particulier dans cette logique-là, c'est-à-dire que si tous les journalistes de Power Corporation et donc de la presse sont à la solde donc de leurs propriétaires, puis là je parle pas de la ligne éditoriale qui reflète évidemment la position des propriétaires, je parle des journalistes qui font leur travail avec un code de déontologie qui encadre leur travail, soit dit en passant. Si eux sont à la solde de Power Corporation, qu'est-ce qui empêche les adversaires de Pierre-Carl Péladeau, donc les fédéralistes, de se dire donc, tous les employés de Québécois sont des petits soldats de Pierre-Carl Péladeau, puisque lui dirige, ou du moins est actionnaire de contrôle de Québécois. Alors, moi, j'ai toujours pensé que les journalistes de Québécois faisaient le travail le plus professionnel possible en vertu du code de déontologie, comme ceux de la presse aussi. Mais lui-même alimente les inquiétudes que certains ont par rapport aux médias, puis je suis pas certain que c'est sain dans le débat actuel. Un dernier mot, Vincent, là-dessus. Oui. À la fin, Patrice, je suis désolé, mais on est loin du débat sur l'essentiel, sur le fond, c'est-à-dire la création de cet institut. Là, avec toutes les mises en demeure, puis aujourd'hui, Facebook, on s'éloigne complètement du débat. C'est pas une mauvaise idée, peut-être, que de vouloir obtenir le statut de bienfaisance. Moi, je trouve que ça se défend, mais qu'il défende ça, le chef du Parti québécois, il me semble que ça serait plus utile, et pour lui, et pour son parti, et sur pour l'arène politique. Et dans l'arène politique. Ben oui, nous serions effectivement dans l'arène politique plutôt que dans le trou de boîte à côté. OK, très bien. Voilà pour cette sortie, mesdames et messieurs, sur Facebook, dont vous allez en réentendre parler, je vous le garantis, au cours des prochains jours. Par ailleurs, le caucus du Parti québécois, un petit mot sur le registre des armes à feu. On a vu des députés dire, il y a beaucoup de nos citoyens qui nous ont dit, c'était pas une bonne idée, cette histoire-là. J'ai envie de vous poser la question autrement que comment on la pose habituellement. Est-ce que c'est pas sain, justement, enfin, que sur un sujet comme celui-là, il n'y ait plus l'unanimité sacrée, là, qu'on puisse en discuter? Sébastien? C'est sain, c'est sain, c'est sain, c'est absolument sain parce que un caucus de députés, c'est justement le choc des idées et c'est le reflet de la société québécoise. La société québécoise, elle n'est pas monolithique, elle ne pense pas toujours de la même façon
Et dans le cas du registre des armes à feu, on voit le Québec rural versus ou confronté au Québec urbain. Le Québec urbain accepte d'emblée le registre des armes à feu. Il peut y avoir des nuances, évidemment, mais dans le Québec rural, il y a les chasseurs, il y a les collectionneurs qui s'opposent à l'enregistrement de leurs armes à feu. Et c'est tout à fait naturel que dans un caucus, ces deux visions-là s'expriment. Ce qui est plus dangereux, c'est que si les gens sortent du caucus divisés et disent moi, je vais voter contre, je vais voter pour », c'est important quand même pour avoir, pour un caucus politique d'avoir une certaine cohésion pour défendre des idées. Mais à l'intérieur du caucus, c'est tout à fait naturel qu'il y ait le choc des idées. Donc, Vincent et Alec, on peut s'opposer à ce registre sans être accusé d'être un bandit, là? Ben non, absolument. Et puis, il y a vraiment une réalité des régions, puis une réalité de Montréal ou des milieux urbains. Comme le dit Sébastien, il y a des régions au pays où il y a des chasseurs dans toutes les familles, et tous ces gens-là ont évidemment des armes à feu parce qu'ils ne chassent pas avec un lance-pierre, là, de toute évidence. Jack Layton, de son vivant, dans le NPD, qui était surtout à gauche sous Jack Layton, avait eu le même type de problème. Il y avait certains de ses députés ruraux, surtout du nord de l'Ontario, qui se faisaient dire à chaque fois qu'ils retournaient dans leur comté, je veux que vous scrapiez le registre, je veux que vous votiez avec les conservateurs là-dessus. Et puis ça avait fait tout un brouhaha chez le NPD. De même que chez les libéraux, il y avait des députés libéraux dans le temps de Paul Martin qui me disaient, quand on va en région, c'est pas des commandites dont on nous parle, c'est du registre des armes à feu et ça revient tout le temps. Alors, c'est une réalité qu'on ignore ici en grande partie, mais qui est très présente en région. Alec, mais M. Couillard a dit on va aller de l'avant avec ce projet-là, mais il y a un débat. D'abord, ce serait peut-être le type de projet de loi où on pourrait permettre le vote libre, par exemple. On n'a pas beaucoup de vote libre dans nos parlements à caractère britannique, puis ça pourrait être intéressant que certains députés puissent représenter effectivement les avis de leurs concitoyens, ce qu'ils recueillent sur le terrain. Évidemment, pour l'instant, le caucus du Parti québécois en discute, puis on a la même position au PQ. On est officiellement favorable au registre, ça, il faut le dire. Mais il y a aussi, du côté des libéraux, certains députés, notamment en Beauce, là, qui se posent des questions, qui reçoivent des commentaires de leurs citoyens, qui sont aussi peut-être hésitants avec ce registre-là. Donc, c'est intéressant qu'ils amènent ça au parti. En revanche, je pense que c'est un cas aussi où le député doit aussi faire de la pédagogie dans le sens inverse, c'est-à-dire expliquer à la population pourquoi le registre québécois est différent du registre fédéral. Parce qu'il y a des différences importantes. Serait différent. Oui, bien, le projet de loi actuel là, qui est devant l'Assemblée nationale est différent du registre fédéral qui a été créé parce qu'on a appris des erreurs, notamment sur la paperasse, comment c'était difficile de remplir les papiers. Internet, en 1995, n'est pas Internet d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile maintenant et gratuit d'enregistrer des armes que ça l'était à l'époque du fédéral. Puis l'autre demande, une des récriminations les plus importantes des chasseurs à l'époque, c'était qu'on les traitait comme des criminels en attente parce que si on oubliait d'enregistrer les armes ou qu'on ne le faisait pas, on pouvait être passible jusqu'à 10 ans de prison. C'est l'article 92 du Code criminel et on disait, écoutez, c'est peut-être un peu abusif là, de nous traiter comme des criminels en attente, ce qui était effectivement très valable. Or, il n'y a pas ces provisions-là actuellement dans le projet de loi déposé par le ministre Moreau. Il y a des amendes salées, évidemment, pour inciter les gens à enregistrer leurs armes, mais il n'y a pas de code criminel, pas de casier judiciaire au bout de la ligne. Donc, il y a quand même des différences notables entre les deux où on a appris à Québec. Puis ça, il faut aussi que les députés l'expliquent à leurs chasseurs dans leur circonscription. On ne va peut-être pas les faire changer d'avis, mais ça serait déjà intéressant pour le débat public de montrer les différences entre les deux registres-là. Parlant de changement d'avis, il nous reste une minute, mais rapidement, Vincent, sur l'oléoduc à Montréal, le maire Coderre, derrière lui, tous les maires de la région disent non. Un non retentissant à TransCanada. TransCanada, vraiment, vote d'échec en échec dans ce dossier-là. Oui, et puis là, on se dirige de toute évidence vers une confrontation entre l'Alberta, certainement, et même une partie de l'ouest du pays, et pas juste Montréal, mais le Québec, parce qu'il y a eu la sortie aujourd'hui, dont vous parliez tout à l'heure, plus tôt dans l'émission, du chef du Wild Rose Party qui disait, Denis Coderre, il balance ses égouts dans le fleuve. On peut le montrer. On l'a, le tweet. Il fait venir des tankers, pardon, je cherche le terme en français, des pétroliers d'ailleurs, de certains pays, et puis il refuse notre pétrole, alors que le Québec prend l'argent de la péréquation. Bon, c'est un amalgame, là, tout ça, là, on comprendra, mais c'est des gens qui sont très fâchés qui disent ça. Et fait intéressant, aujourd'hui, Jason Kenney a repris à peu près les mêmes arguments dans un tweet aussi un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, on se dirige de toute évidence vers une confrontation. Un bel arbitrage en vue pour M. Trudeau et ses ministres. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Je rassure les téléspectateurs et Vincent, il n'y a personne ici qui est considéré comme un petit soldat que l'on invite à l'émission. Bonne poursuite dans vos chroniques et vos articles, messieurs. Merci. Merci Sébastien, toujours à Québec. Merci, Patrice. Un plaisir. Salut. Merci. Au revoir.